Eh bien le bonjour chers amis investisseurs et chers amis investisseuses, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler d'un sujet d'actualité brûlant, étant donné qu'on en parle beaucoup en Belgique, mais on en parle très peu finalement sur le YouTube finance, qu'il soit belge, européen, voire mondial, alors que potentiellement, selon moi, si l'Union européenne va au bout de son délire, on est face à ce qui pourrait être un signe noir qui fera cracher l'entièreté du marché, l'entièreté de nos économies, et qui sera potentiellement encore pire que la crise de 2008. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire un grand merci, étant donné qu'on a dépassé le nombre de 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit ce serait bien qu'on dépasse ce chiffre avant la fin de l'année. Honnêtement, j'y croyais pas trop, parce que quand j'ai commencé à en parler, on était à 300 abonnés, plus ou moins. Et donc, voilà, on l'a dépassé, on est à plus de 508 même abonnés, je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 11 décembre 2025. Donc, un grand merci, plus de 500 fois merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Ils sont à 99,99999% intelligents. Il y a de temps en temps des débiles, mais bon, visiblement on peut les ban de la chaîne. Mais c'est vraiment minime, il y a peut-être eu 2 ou 3 commentaires de débiles mentaux. Dans l'ensemble, vous êtes super gentils, vous donnez de la force pour continuer, donc voilà, merci. Et maintenant, on attaque directement cette vidéo sur un article du VIF, levif.be. Je mettrai tous les liens, comme d'habitude, en description de la vidéo. Le risque majeur de la Belgique face à la Russie dans le dossier Euroclear, il faut nous préparer à rembourser 140 milliards d'euros. Alors, la Commission européenne veut mobiliser 140 milliards d'euros d'avoirs russes gelés chez Euroclear pour soutenir l'Ukraine. Il faut savoir que Euroclear, en réalité, c'est une sorte de gigantesque notaire pour les banques centrales, pour les fonds d'investissement, etc. Et ils ont 140 milliards d'avoirs de la Russie, c'est-à-dire de la banque centrale russe. C'est donc l'argent, finalement, du peuple russe. Mais bon, soit. La Belgique redoute de se retrouver seule en première ligne en cas de litige avec Moscou. En effet, on va voir, c'est une idée de cette génie qu'est Ursula von der Leyen, tellement génie qu'elle n'a pas sauvegardé ses SMS avec le PDG de Pfizer pendant la crise Covid. Mais bon, ça, c'est pas grave, elle passe entre les gouttes de tout. Et ici, en gros, elle veut être responsable du plus gros crash mondial, que ce soit de la bourse ou de l'économie mondiale. Il n'y aura pas que la bourse qui va cracher si on en arrive là. Et elle veut utiliser au mépris du droit international. Alors je reviendrai sur le fait qu'il y a des soi-disant juristes de droit international qui disent que finalement ce serait pas si catastrophique que ça. Je vais les clasher en fin de vidéo parce qu'on verra qu'en fait ce sont des politiciens et que le soir n'a pas cru bon de afficher leur étiquette politique, mais bon, soit. Et on parlera aussi d'un professeur de l'ULB qui fait une analogie mais catastrophique avec le droit privé. Mais bon, je reviens là-dessus en fin de vidéo. C'est vraiment du caviar tellement ces gens sont à côté de la plaque. Mais bon. Maxime Prévost, les engagés, nous avons le sentiment de ne pas avoir été entendus, nos inquiétudes sont minimisées. En effet, juridiquement, ce serait la Belgique qui serait garant de rembourser ces 140 milliards en cas de procès de la part des autorités russes, et ils le feront, hein, bien entendu, il faut arrêter d'être con, ils le feront, et donc la Belgique, Bert de Wever, Maxime Prévost et Tutti Quanti ont demandé à l'Union de prévoir des garanties de solidarité européenne, et Ursula a dit si t'inquiète frère, on fait comme ça, hein, allez, ouais, fais-moi confiance, hein. Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Eh ben on te fait pas confiance. Donc mettez tout ça par écrit. Mais là, bizarrement, il n'y a plus personne qui veut mettre par écrit. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors.
Donc on a bien compris qu'ils veulent nous la mettre à l'envers. Mais ils sont tellement débiles, ils comprennent pas que en faisant ça, en fait, le reste du monde, tous les pays non alignés aux délires occidentaux, en fait, vont simplement shorter l'euro. Mais bon, soit. Panique en Belgique donc, du fait de la position territoriale d'Euroclear, la responsabilité juridique et financière de la Belgique est directement engagée par le plan européen. Maxime Prévost, donc, il dit que ce n'est pas acceptable d'utiliser de l'argent et de nous laisser seuls face au risque. Bart de Wever, lui, dit « Avec ce plan, nous violerions non seulement un principe fondamental de droit international, mais nous créerions aussi une incertitude supplémentaire sur les marchés financiers internationaux. » Donc Ursula, elle dit comprendre, mais elle nous fait quand même un gros doigt d'honneur. Une série de garanties pour protéger les États membres et les institutions financières contre d'éventuelles représailles russes. Mais t'es débile ou quoi, meuf? Bien sûr qu'il y aura des représailles. Ainsi qu'un solide mécanisme de solidarité couvert par des garanties nationales, bilatérales ou par le budget de l'UE. Ce plan européen sera voté à la majorité qualifiée, une option qui permet de contourner le refus de la Belgique. Donc voilà, on l'a vraiment, on nous la met bien profond. Donc un bras tordu et des promesses orales qui inquiètent Roland Gillet, professeur d'économie financière à la Sorbonne et à l'ULB Solvay. Donc il partage les craintes du Premier ministre. Une déclaration sur le Nord ne suffit pas. Bah oui, on sait qu'ils n'en ont pas. Il faut un accord de solidarité écrit pour être protégé. L'histoire des crises grecques et espagnoles a montré à quel point l'absence de garantie claire pouvait alimenter la défiance. On ne doit pas se faire avoir, c'est un jeu très risqué. Et donc le risque pour la Belgique, c'est que la Russie saisisse des instances judiciaires internationales et de commerce pour demander un recouvrement de ses avoirs, auquel cas, selon le plan européen en l'état, ce serait à la Belgique de payer avec des intérêts. Donc voilà, on comprend que les paroles de Ursula von der Leyen, c'est vraiment pour la presse et pour le bétail, mais que lorsqu'on regarde clairement, en fait, la Belgique va se faire défoncer. Donc, De Wever dit « J'ai demandé à mes collègues qui pourraient être prêts à signer cette solidarité. Je n'ai pas fait face à un tsunami d'enthousiasme. » Eh bah oui, donc c'est bizarre, hein, si vous êtes tous d'accord, pourquoi vous ne voulez pas signer? Bon voilà, on a la réponse. « Non, mais t'inquiète, on sera solidaire. Hein. » Bah signe. Non, mais en fait j'ai piscine, ok. Sébastien Santander, professeur en relations internationales à l'Université de Liège, résume à son tour une situation sans précédent et un risque majeur. Si le plan est voté sous sa forme actuelle, il nous faut nous préparer à rembourser ces 140 milliards d'euros. Le gouvernement a déjà du mal à trouver 10 milliards, donc 140 milliards, merci, au revoir. Ursula von der Leyen en est convaincue, l'utilisation des avoirs russes est un coût stratégique. Elle dit y voir une façon d'augmenter la facture de la guerre pour la Russie et une incitation supplémentaire de faire revenir Moscou à la table des négociations. Je ne pense pas que Ursula von der Leyen rentrera dans l'histoire comme la nouvelle Sun Tzu. Alors une vision qui n'est pas partagée ni par Roland Gillet ni par Sébastien Santander. Ce dernier explique que l'utilisation des fonds gelés pour reconstruire l'Ukraine comporte un risque géopolitique au moins aussi important que le risque financier. Et encore une fois, on se rappelle que l'Ukraine n'est pas dans l'UE. Hein. Qu'est-ce qu'on vient se faire chier avec ça, quoi. Mais bon. Soit dit en passant, la Turquie a envahi la moitié d'un pays qui est dans l'Union Européenne, qui s'appelle Chypre. Là, Ursula, elle regarde ailleurs. Hein. On attend toujours d'ailleurs que Constantinople revienne à la Grèce. Hein. Mais bon. Ça, pareil, l'Union Européenne regarde ailleurs. À Moscou, une telle décision serait perçue comme une humiliation supplémentaire et ne ferait qu'alimenter un ressentiment déjà profond. Alors que le pouvoir russe veut sortir de ce conflit la tête haute sans donner l'impression d'avoir perdu des territoires, de l'argent ou du prestige, cela peut devenir un obstacle de plus sur le chemin d'un accord de paix et renforcer la mauvaise volonté russe. Pour Roland Gillet, toujours, l'Union s'écarterait d'une règle fondamentale du système financier international qui veut qu'on puisse geler des fonds souverains en temps de guerre, mais non les utiliser. C'est un précédent que je n'aurais jamais imaginé. On ne prend pas l'argent d'une banque centrale en pleine guerre pour le prêter, en faire un instrument de politique étrangère et se dire qu'on verra plus tard comment on le rend. Le risque,
c'est que les grandes banques centrales d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Afrique qui placent leurs réserves à Bruxelles commencent à douter de la sécurité de leurs dépôts et cherchent d'autres places pour leurs actifs et vers d'autres monnaies, ce qui fragiliserait la position de l'euro. Et c'est là, en fait, que, pour moi, j'estime qu'on est potentiellement face à un signe noir, que tous ceux qui investissent en bourse, ils sont rivés sur Trump. La plupart ne savent même pas que la Belgique existe, et ils ne savent même pas que Euroclear existe et quel est le boulot de Euroclear. Ils ne se rendent pas compte à quel point Euroclear est systémique. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a plein de pays à travers le monde, et pas besoin d'être dictateur, mais simplement d'être non aligné avec l'Europe, et de se dire, ok, en fait, ça pue, ils saisissent les biens comme ça, non, en fait, moi je vais vendre mes euros pour acheter du franc suisse, du dollar, du dollar canadien, des couronnes norvégiennes, etc. Se diversifier, du yuan, du yen. Et en fait, s'ils font tous la même chose au même moment, s'ils vendent tous leurs euros pour acheter autre chose, en fait, l'euro, on va se choper une inflation de dingue, et c'est la zone euro qui est morte d'un coup. En une nuit, la zone euro est morte, avec leurs conneries à l'Union européenne. Donc, c'est vraiment catastrophique. Ça voudrait dire que plus personne ne prêtera de l'argent non plus aux États pour être remboursé en monnaie de singe, tu oublies. Plus personne ne voudra prêter aux États. Donc c'est une catastrophe. Alors ici, on a une interview de la CEO d'Euroclear qui explique en fait que la situation n'est pas réaliste et que en fait cette solution de confisquer donc les avoirs russes pour faire un prêt de réparation à l'Ukraine, encore une fois de quoi on se mêle, ça peut entraîner des risques de faillite pour Euroclear. Euroclear donc est une institution financière internationale présente en Belgique, c'est une sorte de notaire, bon ça je vous ai déjà expliqué. Euroclear estime que le plan comporte des risques pour la Belgique mais aussi pour la stabilité financière mondiale. Alors le plan comporte des risques pour la Belgique mais aussi pour la stabilité financière mondiale, estime Euroclear. Le deuxième enjeu ici, c'est vraiment la stabilité des marchés financiers, vu le risque, vu le rôle systémique d'Euroclear dans les marchés financiers européens, mais aussi mondiaux. Toute remise en question de la confiance dans l'infrastructure de marché que nous sommes peut absolument déstabiliser la santé financière de nos pays, mais aussi au niveau mondial. Nous devons un jour rendre l'argent à la banque centrale russe. Lorsqu'une banque centrale investit à l'étranger, c'est l'argent du peuple. Il faut aussi comprendre qu'il y a non seulement l'aspect financier et économique, mais il y a aussi un côté de fierté nationale. Alors les intérêts de ces actifs ont pourtant déjà pu être mobilisés pour l'Ukraine, et elle explique quelque chose d'intéressant. Elle dit ce qu'on oublie toujours, c'est que ces fameux intérêts qui représentent maintenant plus ou moins un montant de 5 milliards sur les 2 années courues, sont en fait des intérêts des revenus qui appartiennent à Euroclear. Donc en fait, c'est Euroclear qu'on pénalise dans cette histoire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la CEO, donc Valérie Urbain, explique qu'elle est prête à aller en justice contre une décision européenne qui voudrait saisir les avoirs russes. J'espère vraiment ne pas en arriver là, mais on devra utiliser tous les moyens possibles pour continuer à protéger Euroclear, bien entendu. En effet, il y a un véritable risque de faillite si le projet de la Commission européenne va jusqu'au bout. Un risque de faillite pour Euroclear, mais en plus de ça, il y a aussi un vrai risque de représailles de la part de la Russie, estime Valérie Urbain. Si la Russie considère ce prêt de restauration à l'Ukraine comme une confiscation de ses avoirs, elle ne va pas rester sans rien faire. La patronne d'Euroclear évoque des actions en justice en Russie et des confiscations des biens que nous continuons à détenir pour le compte de nos clients. Cela représente à peu près 17 milliards de titres toujours logés en Russie. Eh bien oui, en fait les titres ne sont pas situés qu'à un seul endroit. Tout est mondial et donc il y a également des avoirs qui sont exposés en Russie.
Et alors la CEO dénonce aussi un acharnement sur Euroclear, étant donné qu'elle explique que les avoirs russes gelés en Europe ne sont pas que situés chez Euroclear, mais la Commission a décidé de se focaliser uniquement sur Euroclear et sur la Belgique. Alors ici, on se retrouve sur le site du journal Le Soir, avec ce qui est une carte blanche. Utiliser les avoirs russes gelés en Belgique pour aider l'Ukraine est conforme au droit international. Et donc ici, on a quelques personnes. Alors, avec bien entendu l'argument d'autorité, on met leur titre, voilà, professeur, docteur, blablabla, professeur. Mais le journal Le Soir a juste oublié d'indiquer que ces gens, en fait, sont tous des politiciens. Oups, la boulette. Oups, la boulette, la boulette. Par exemple, Francis Bismans, oh bah ça alors, il était précédemment membre du Parti Socialiste, maintenant il a carrément créé un parti, Wallonie Insoumise, qui n'est pas une antenne de France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais partage avec le Parti français une série de revendications et de valeurs. Eh ben c'est super, franchement, top délire ça. À côté de ça, il y a Samuel Gogolati qu'on ne présente plus, hein. Le gars porte particulièrement bien son nom. Il a été président du parti écolo. Il n'a pas réussi à gérer ce parti et il voudrait gérer le pays. Mon Dieu, préservez-nous de ce type, quoi. Et on en fera un dernier pour la route. Paul de Grauw, qui est visiblement un membre du parti libéral flamand Open VLD. Donc au final, on se retrouve avec une belle bande de politiciens losers qui ont échoué lamentablement aux dernières élections et qui du coup viennent expliquer au gouvernement que en fait il n'y a pas de risque juridique. Alors moi je propose une chose, hein, c'est qu'ils s'engagent sur leurs deniers personnels et sur ceux de leur famille pour les 100 prochaines générations. Là, bizarrement, il n'y aura plus personne pour signer. Et alors, ce qui est drôle, donc, c'est que... Alors, eux, ils expliquent que nombre de juristes ont depuis longtemps balayé l'argument de la supposée illégalité d'une telle mesure en droit international. Bon, très bien, il y a plein d'autres juristes qui disent le contraire, donc au final, balle au centre. Moi, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que je ne trouve pas normal que le journal Le Soir ne précise pas l'orientation politique des personnes à qui ils donnent la parole dans leur carte blanche, parce que ce gens, en fait, c'est l'opposition au gouvernement. Et deuxième point, c'est que leurs arguments sont quand même pas toujours très très intelligents. Et alors, par exemple, Pierre Klein, ici professeur à l'ULB, je crois que c'est lui qui était interviewé par la RTBF et qui faisait une analogie avec le bailleur en présence d'un mauvais locataire et que vous comprenez, si le locataire paye pas, le bailleur peut le mettre à la porte. Mec, en fait non, tu te fais pas justice toi-même, c'est catastrophique en fait ce que tu viens de dire. J'essaierai de vous retrouver l'extrait où il parle de ça. Petit edit au moment du montage de cette vidéo. Je cherchais dans l'interview donné à la RTBF l'extrait de ce passage dont j'avais souvenir à propos de cette analogie avec les propriétaires et les locataires, et je ne la retrouvais pas, mais finalement j'ai retrouvé, c'était ailleurs, c'était pas dans l'interview donnée à la RTBF qu'il a fait cette analogie. Donc ici, je suis sur le site change.org, visiblement c'est une pétition, je crois, un truc du style. Et on fait un extrait d'un article du soir du 3 décembre 2025. Cet article est payant, donc je n'y ai pas accès. Et c'est ici, vous voyez qu'il y a un exemple qui est donné. Alors, c'est pas entre guillemets, donc est-ce que c'est une citation de Pierre Klein? Ça, je n'en sais rien, vu que je n'ai pas accès à l'article d'origine. Mais juste au-dessus, on dit en ma qualité de juriste, donc là, c'est lui qui parle, donc je suppose que l'exemple est donné par lui également, mais peut-être pas, hein, donc à voir. Donc, mea culpa, je fais cette petite précision.
Et donc c'est ici que on donne un exemple. Votre propriétaire n'est plus obligé d'accepter que vous occupiez son appartement si vous ne payez pas le loyer pendant un certain temps. Cette phrase est vague et floue. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas obligé d'accepter que vous occupiez son appartement? Si ça veut dire qu'il peut prendre les affaires du mauvais locataire, du locataire qui ne paye pas, et les mettre dehors et changer les clés, ben non, en fait, il se fera défoncer par un juge. Donc c'est en ça que cette analogie est pourrie. Et toujours dans la même interview, il répondait aux journalistes qui lui disaient mais est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de faire fuir en fait d'autres États? Et il disait avec un aplomb et des certitudes, comme s'il savait ce qu'avaient en tête les autres dirigeants du monde entier, mais avec certitude il disait ben non, parce que ici on parle de la Russie qui a envahi un autre pays, et donc heureusement tous les États ne font pas ça, et donc les autres États n'auront pas peur que l'Union européenne gèle leurs avoirs et les réquisitionne, parce que les autres États ne le feront pas, ne font pas ce genre de choses. Alors déjà de 1, la Chine rigole, parce que la Chine lorgne quand même sur Taïwan, et donc à un moment il y a quand même un risque que une des 2 premières puissances mondiales décide de faire ce genre de choses. Et à côté de ça, mon coco, en fait, l'Union européenne n'avait pas dit que il y avait une potentielle saisie des avoirs si un État envahit un autre. C'est parce que on se retrouve dans cette situation que l'Union européenne a décidé qu'elle allait vouloir geler ces fonds et les réquisitionner, en gros les confisquer et faire un vol pur et simple. Mais ce n'était pas indiqué à l'avance que l'Union européenne, c'était sa ligne rouge. Donc, pour un dirigeant d'un autre pays, qui lui dit que l'Union européenne ne trouvera pas un autre point qu'elle considérera comme suffisamment grave pour saisir les biens. Une prochaine fois, ce sera la manière dont un État traite les homosexuels, par exemple. Et donc, Arabie Saoudite, Qatar, peut-être qu'ils se diront, bah, si ça se trouve, un jour ce sera ça. Et donc, on nous saisira nos avoirs qu'on met en euros. Ou, la prochaine fois, l'Union européenne dira, bah, en fait, l'enjeu climatique est tellement important qu'on va saisir les avoirs des pays qui ne jouent pas le jeu de la réduction des gaz à effet de serre et de la pollution mondiale. Qui nous dit que l'Union européenne n'inventera pas un autre point qui sera tellement grave à ses yeux qu'elle considérera qu'elle peut saisir les avoirs? Donc avec un aplomb et une certitude, il sait ce que vont penser les autres dirigeants, alors que la majorité des États dans le monde ne sont pas alignés avec l'Occident, et donc ils auront bien entendu peur. Les pays du Golfe, la Chine, les pays d'Amérique latine, ils vont se dire c'est quoi la prochaine carabistouille que l'Union européenne va inventer pour nous saisir nos biens. Bref, moi personnellement, je serais dirigeant d'un autre pays, je commencerai à retirer mes billes de l'euro. S'ils le font tous en même temps, eh bien, c'est un gros risque, au-delà de Euroclear qui pourrait faire faillite. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, moi personnellement, je pense qu'il y a un risque de signe noir, en fait, avec cette histoire, parce que, il y a le risque que la Russie attaque Euroclear, attaque la Belgique devant des instances internationales, parce qu'en fait on ne se fait pas justice soi-même, et que en gros ça marche pas comme ça. C'est pas des avoirs illicites, hein. D'ailleurs dans cette carte blanche que je vous mettrai en annexe, ils disent oui, ces avoirs illicites, c'est comme l'argent de la drogue. Non, en fait ici c'est des avoirs du peuple russe, en fait. C'est pas des avoirs que les Russes ont confisqués eux-mêmes aux Ukrainiens.
Donc c'est pas de l'argent illicite de base. Donc déjà, leur argument est totalement con. Bon, est-ce qu'on s'attendait à autre chose de ce genre de signataire? Et donc la Russie pourrait gagner en justice, ça pourrait créer donc une faillite d'Euroclear et donc une catastrophe financière, parce que en fait Euroclear détient les avoirs de beaucoup d'États, beaucoup de sociétés de fonds. C'est un organisme gigantesque en fait Euroclear, et donc c'est systémique. Au-delà de ça, il y a plein d'États dans le monde non alignés avec les valeurs occidentales qui certes ne vont pas envahir un autre pays, mais qui vont se dire bah oui, mais la prochaine fois ce seront les raisons climatiques ou les droits LGBTQ qui font que l'Union européenne va me saisir mes biens. Et donc s'ils vendent tous leurs avoirs en euros en même temps, et bien en fait ça s'appelle shorter une monnaie, et du coup l'euro ne vaudra définitivement plus rien, parce que la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'ont les acteurs envers elle, et ici ça pourrait totalement être une fin de confiance dans la zone euro et dans l'Union européenne. Donc ici, on est, selon moi, face à un signe noir. Si la Commission va jusqu'au bout, ça pourrait être catastrophique. Voilà, dites-moi si vous pensez comme moi. J'insiste sur le fait que même si je ne suis pas d'accord avec les auteurs de cette carte blanche, je ne vous incite bien entendu pas à être grossier envers eux, et bien entendu, je ne vous incite pas à les harceler. Restez polis dans les commentaires. N'allez pas leur écrire pour leur dire que vous n'êtes pas d'accord. Certes, on n'est pas d'accord, mais bon, on essaye de rester poli et courtois. Même si ces gens veulent clairement... même si ces gens, avec leurs idées, peuvent clairement mettre en faillite notre pays et toute la zone euro, voire créer un dégât mondial, et donc ces gens pour moi sont dangereux, mais bon, soit. Encore merci pour les plus de 500 abonnés et pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, vous êtes les bienvenus. Des petits likes, des petits commentaires pour booster l'algorithme. Personnellement, j'essaye de répondre à tous les commentaires, sauf lorsque les commentaires sont vraiment trop débiles. Mais voilà, encore merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.